Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour traiter le troisième chapitre de la deuxième partie. C'est la reproduction chez l'homme. Dans cette leçon, on va répondre aux questions suivantes. Quels sont les changements physiques qu'on observe au moment de la puberté? Quelle est la cause de l'apparition des règles chez la femme? De quoi se constitue l'appareil génital? Et quelles sont les étapes de la reproduction chez l'homme? Observez-vous un changement sur votre corps au cours des derniers mois? Sûrement vous allez dire oui. À la puberté, le corps humain subit des transformations corporelles et physiologiques qu'on observe clairement. Chez les filles, en passant de l'enfance vers l'adolescence, puis à la puberté, on observe un développement des seins, un élargissement des hanches et l'apparition des poils sous les aisselles et autour du pubis. On observe également des transformations chez les garçons, commençant par la voix qui mue, l'apparition des poils en différentes parties du corps, surtout autour de la bouche, ce qu'on appelle la barbe, le développement des muscles et de la taille des organes sexuels. Les deux dessins graphiques montrent que la taille des ovaires et de l'utérus chez la fille augmente progressivement à partir de l'âge de 12 ans. Et chez les garçons, c'est à partir de l'âge de 10 ans que la masse des testicules commence à augmenter progressivement. Ce tableau résume les différents signes de puberté chez les filles et chez les garçons. On peut même observer qu'il y a des changements communs, comme l'accélération de la croissance, l'apparition de l'acné et des poils, et parfois le changement de caractère et de l'humeur. Quel est le rôle de l'ovaire et des testicules? Pour comprendre cela, on va voir cette expérience, qui a comme objectif de mettre en évidence le rôle de l'ovaire et des testicules, en supposant que l'ovaire et les testicules sont des glandes génitales responsables de la production des gamètes. Première expérience. Une souris avec un ovaire normal donne une progéniture après l'accouplement. L'interprétation, c'est que l'ovaire produit des ovules. La conclusion, c'est que le rôle de l'ovaire est de produire des gamètes. La deuxième expérience. Si on effectue l'ablation des deux ovaires, la souris devient stérile et on observe la diminution du volume des organes génitaux. Alors, l'ovaire est responsable de la production des ovules et il est nécessaire pour avoir une progéniture et il agit sur l'utérus. On peut en conclure que l'ovaire a deux rôles, la production des gamètes et la sécrétion des hormones responsables du développement des organes génitaux. Pour confirmer ces résultats, on effectue une troisième expérience. On injecte quotidiennement à cette souris des extraits ovariens et on constate que la souris reste stérile, mais les organes génitaux retrouvent leur forme normale. Si on effectue les mêmes expériences sur une souris mâle, on arrive à des résultats similaires et on observe que la production des gamètes mâles et le développement des organes génitaux mâles nécessitent la présence des testicules et des hormones qu'elles sécrètent. On peut dire alors que l'ovaire est une glande génitale responsable de la production des ovaires et de la sécrétion des hormones responsables du développement des organes génitaux et du contrôle de leur fonctionnement. Ce sont la progestérone et l'oestrogène. Et que les testicules sont des glandes génitales mâles responsables de la production des gamètes mâles, les spermatozoïdes, et qui sécrètent la testostérone qui contrôle le développement des caractères sexuels comme la barbe, la pilosité et la voix. Les spermatozoïdes sont formés au niveau des testicules, puis ils passent par le canal déférent, puis par la vésicule séminale et après par la prostate pour qu'ils soient éjaculés à travers l'urètre qui traverse le pénis. Si on effectue une coupe transversale au niveau des tubes séminifères constituant les testicules, on observe la présence des cellules souches appelées spermatogonies, qui forment les spermatocytes d'une façon permanente. Elles se divisent à leur tour pour donner des spermatides, qui se développent en spermatozoïdes.
La production des spermatozoïdes ou spermatogénèse a lieu dans les testicules à l'intérieur des tubes séminifères. À la périphérie du tube séminifère se trouvent des cellules souches appelées spermatogonies. Chacune produit un spermatocyte 1 qui donne par méiose 2 spermatocytes 2, puis 4 spermatides et enfin 4 spermatozoïdes. Cette production s'accompagne d'un déplacement vers le centre du tube. La tête du spermatozoïde contient son matériel génétique et des enzymes dans l'acrosome pour percer l'ovule. Son flagelle lui permet de se déplacer. Il est libéré dans la lumière du tube séminifère, puis stocké dans l'épididyme où il termine sa maturation. Pour la femme, la production des ovules se fait au niveau des ovaires. Au début d'un cycle, certains ovocytes sont prêts à être expulsés. Ils sont contenus dans des follicules. L'un d'eux devient plus important que les autres. C'est lui qui va libérer son ovocyte le 14e jour. Et après, il se transforme en corps jaune. L'ovulation se fait chaque mois. L'ovocyte expulsé par l'un des ovaires est recueilli par le pavillon de la trompe et devient un ovule. L'ovaire a un autre rôle, c'est la sécrétion de l'oestrogène et le progestérone, les hormones responsables des fonctions reproductrices et de l'écoulement des règles. L'appareil reproducteur chez l'homme se compose des organes qui produisent des gamètes et des hormones sexuelles. Ce sont les ovaires chez la femme et les 2 testicules chez l'homme. Et des voies génitales. Chez l'homme, l'épididyme, le canal différent et le canal éjaculateur. Chez la femme, l'oviducte, l'utérus et le vagin. Et des glandes génitales annexes. Chez l'homme, les 2 vésicules séminales et une prostate sécrétant les substances nutritives pour les spermatozoïdes. Quelle est l'origine des règles? Le premier jour des règles est le premier jour du cycle. Les règles se traduisent par un écoulement plus ou moins important de sang qui dure généralement de 3 à 6 jours. Elles surviennent en moyenne tous les 28 jours. Le premier jour des règles est le point de départ de la première phase du cycle, appelée la phase folliculaire, qui dure théoriquement 14 jours. Au 14e jour, il y a l'ovulation, puis le départ de la phase lutérale, qui a une durée de 14 jours également. Observons ces 2 phases sur cette vidéo. Au cours de la vie embryonnaire, un stock de cellules appelées ovocytes se forme dans l'ovaire. À partir de la puberté et jusqu'à la ménopause, un ovocyte est expulsé chaque mois par l'un des 2 ovaires. Il est recueilli par le pavillon de la trompe et devient un ovule. L'ovulation est donc un phénomène cyclique, mais ne représente qu'une des nombreuses étapes du fonctionnement de l'ovaire. Au début d'un cycle, certains ovocytes se préparent à être expulsés. Ils sont contenus dans des follicules. La taille des follicules augmente pendant les 14 premiers jours du cycle. L'un d'eux devient plus imposant que les autres. C'est lui qui va libérer son ovocyte le 14e jour. Après l'ovulation, ce qui reste du follicule dans l'ovaire se transforme en corps jaune. Il se maintient pendant les 14 jours suivants, puis dégénère et le cycle recommence. Pendant ce cycle ovarien, un autre organe change d'aspect, c'est l'utérus. Pendant les 5 premiers jours du cycle, sa muqueuse est évacuée. Ce sont les règles ou menstruations. Cette muqueuse se reconstitue durant les 9 jours suivants, période au cours de laquelle sa taille augmente. Après l'ovulation et pendant les 14 derniers jours du cycle, la muqueuse change d'aspect. Elle forme une dentelle utérine très vascularisée. Ces transformations la rendent apte à recevoir un embryon au cas où un rapport sexuel non protégé s'est déroulé, donnant lieu à une fécondation entre l'ovule et un spermatozoïde. Les propriétés du col de l'utérus sont aussi synchronisées avec le cycle ovarien.
Durant les 11 premiers jours du cycle, le mucus présent au niveau du col forme un maillage resserré qui laisse peu de chance aux spermatozoïdes de pénétrer dans la cavité utérine en cas de rapport sexuel. Quelques-uns y arrivent cependant toujours. Dans les quelques jours autour de l'ovulation, du 12e au 16e jour environ, ce maillage se relâche. On dit que le mucus, ou glaire cervicale, devient filant. Il laisse passer les spermatozoïdes beaucoup plus facilement. C'est le moment où une fécondation a le plus de chances de se produire et de donner lieu à une grossesse. En fin de cycle, le maillage se resserre et la cavité utérine est à nouveau moins accessible. Le synchronisme des cycles ovariens et utérins ne doit rien au hasard. L'ovaire, au cours du cycle, sécrète en plus ou moins grande quantité 2 hormones dans le sang qui vont agir sur l'utérus, les œstrogènes et la progestérone. Au début du cycle, la concentration sanguine des 2 hormones est très faible. C'est ce qui cause les règles. Les œstrogènes sont surtout sécrétés pendant les 9 jours suivants. L'utérus réagit alors en régénérant sa muqueuse. Avant le 11e jour, la concentration limitée en œstrogènes agit sur le col de l'utérus en induisant un maillage resserré. Après le 11e jour, la concentration en œstrogènes atteint un seuil qui entraîne le relâchement du maillage de la glaire. Elle devient filante. Après l'ovulation, 14e jour, c'est surtout la progestérone qui est sécrétée. Cette hormone induit les transformations de la muqueuse et le retour à un maillage serré de la glaire cervicale. L'activité cyclique de l'utérus est contrôlée par l'activité ovarienne, sous l'action des hormones sexuelles femelles, la progestérone et l'œstrogène. Je vous remercie pour votre attention et je vous retrouve la séance prochaine pour la suite de notre leçon.